Le débat d'actu pour s'intéresser à, alors d'une manière économique, j'ai envie de dire, et liée au travail, à cette canicule qu'on a subie comme tout citoyen, une surchaleur, une surchauffe, un cerveau qui déraille, des difficultés pour dormir et donc de fait pour pouvoir repartir au travail le lendemain. Ça a été le cas de millions de Françaises et de Français. On a oublié les travailleurs indépendants. Alors, ils sont toute une catégorie de salariés. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de similitudes. On va en parler avec mes invités, avec la crise Covid. Vous vous souvenez de ces salariés en première ligne qui, quoi qu'il arrive, devaient travailler, quoi qu'il en coûte, pour remplir les rayons des supermarchés, pour pouvoir ramasser les poubelles et tous les sujets de notre quotidien. On en parle avec mes invités, des travailleurs indépendants en surchauffe. Pascal Joannin est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Je ne veux pas oublier le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2026. Il n'est pas tout chaud, hein, il vient de sortir en janvier. Non, en mai. En mai, vous voyez, donc il est tout chaud. Merci en tout cas d'être avec nous. Édition Hémisphère. Philippe Zilberzan est avec nous. Zilberzan est avec nous, professeur OM Business School, EM Lyon. Merci d'être là. Et Franck Morel est avec nous, avocat en droit social, Clichy-Granger et secrétaire national chez Horizon. Merci à vous trois. Juste d'un mot, parce que vous nous arrivez de Bruxelles, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il fait chaud en ce moment à Bruxelles. Pareil qu'ici. Tout est parti à l'Est, dans les pays d'Europe de l'Est. Vous avez des informations sur ce niveau de canicule et de difficulté des Allemands, tiens, par exemple? Les Allemands, les Tchèques, ils ont connu des pics à plus de 40 ou 42 degrés. Et donc, en effet, c'est l'ensemble du continent européen. Vous avez parlé des Français, des millions de Français. Je pense que c'est en effet tous les Européens, et pas que ceux du Sud, qui ont l'habitude d'avoir peut-être des températures assez extrêmes, avec des disparités, parce que, en effet, dans le Nord... le Grand Nord, hein, si je puis dire, il a pu faire chaud. Mais même le Danemark a été... Même le Danemark, 36 au Danemark. Oui, mais c'était une température très élevée. Les Allemands, c'est passé, hein, si j'ai bien lu. C'est en train de passer, les Tchèques, ça va passer, mais enfin les Slovaques aujourd'hui, donc c'est vraiment la frontière orientale de l'Union européenne qui est aujourd'hui touchée, et avec en effet peut-être des risques que ça revienne assez rapidement. Un peu de météo avec Pascal Joannin, une météo européenne sur la situation, sur le travail, parce qu'on a eu quand même un début de polémique. Alors, juste avant que la canicule s'arrête, s'estompe, on a eu un début de droit de retrait des professeurs. Franck Morel, je ne sais pas, vous avez probablement vu des professeurs, des instituteurs qui ont dit on ne peut plus travailler dans ces conditions. Et au même moment, un ministre qui a signé la fin de la récréation en disant il n'y aura pas de bornage de température, débat que nous avions eu la semaine dernière sur le plan juridique. Vous l'observateur, l'expert, et celui d'ailleurs qui est engagé dans un parti politique, est-ce que vous dites qu'il serait quand même assez logique et légitime de fixer des bornes de température pour un certain nombre de métiers, ou est-ce que vous dites le droit du travail répond bien à la question? Non, vous avez aujourd'hui dans le droit tout ce qu'il faut, il suffit de l'appliquer. La question, c'est comment l'appliquer. Demain, si vous mettez une borne à un certain niveau, vous allez avoir des effets pervers parce qu'on va considérer que dès lors qu'on est en dessous de cette borne, il n'y a rien à faire. Or, en réalité, quelle est la situation? La situation aujourd'hui, c'est que vous avez des principes généraux qui existent depuis très très longtemps, qui nous disent quoi? Qui nous disent qu'on doit évaluer les risques, qu'on doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle. C'est très général et ça a vocation à s'appliquer dans tous les domaines de prévention des risques professionnels, y compris les grosses chaleurs. Sur les grosses chaleurs, on a un décret qui a été pris l'an passé, le 27 mai 2005, qui décline... 25 ou 27, peu importe. Ouais, mais en tout cas, qui décline ces principes généraux. C'est-à-dire qui vient nous dire... On doit analyser la situation, organiser le travail différemment, aménager les horaires, ça ne veut pas forcément dire travailler moins, mais peut-être travailler à certains moments et pas à d'autres. Aménager les postes de travail, on doit donner de l'eau, fournir de l'eau. Dans le bâtiment, par exemple, si vous n'avez pas d'accès à l'eau courante, on doit avoir un accès à 3 litres d'eau potable par jour. Enfin, dans le bâtiment, les maçons, les entreprises d'artisanat, en général, demandent à leurs salariés de payer à 6 heures. Absolument. Et ils partent à 11, ou ils ne vont pas sur le chantier. Mais tout ça pour dire, si vous voulez, que l'exercice consistant à dire, allez, au-delà de 30, par exemple... Donc vous rejoignez ce que dit le ministre du Travail? Le ministre a totalement raison, effectivement, de dire ça, parce que c'est toujours extrêmement hasardeux. Si demain, il fait ça, on va dire, vous vous rendez compte, il a mis un seuil à 32, on peut bosser jusqu'à 32 degrés, si on est à 31,5, l'effet de seuil est dévastateur. Donc, la réalité, les seuils, c'est quoi aujourd'hui? Les seuils, c'est que vous avez Météo France qui nous donne 4 niveaux possibles sur la chaleur. Vert, jaune, orange, rouge. Si on est dans le vert, tout va bien, ça veut dire qu'on est dans des températures classiques, habituelles, vivables, d'un département à l'autre et en fonction effectivement des habitudes, ça peut être différent. Si on est dans le jaune, dans le niveau jaune, ça veut dire qu'on est déjà dans un pic de chaleur intense ou dans une chaleur un peu plus prolongée. Et c'est à partir du niveau jaune
que toutes les mesures que j'évoquais tout à l'heure doivent être prises. Passionnant. Philippe Zilberzan, comment vous regardez cette question du rapport au travail en situation extrême? Parce que on a eu le froid, on a eu des périodes extrêmement froides, mais la canicule, c'est très complexe. Une fois qu'on a retiré toutes ces couches de vêtements, on ne peut pas retirer sa peau. Donc on est confronté à une situation de surchaleur qui est parfois intenable. Je pense aux livreurs, aux travailleurs indépendants. Je pense à ceux qui sont dans des endroits confinés. On parlait des ouvriers du bâtiment. Les travailleurs indépendants qui, quoi qu'il arrive, s'ils veulent vivre, doivent travailler. Comment vous regardez ce sujet-là, vous, le professeur que vous êtes? Alors, d'abord, vous parliez du droit de retrait des professeurs tout à l'heure. Vous êtes professeur. Je suis professeur. Ce qui est quand même assez... Il y a deux choses, si on fait un petit pas de côté. Premièrement, je suis assez surpris qu'on soit surpris. Ça fait quand même 20 ans qu'on parle du réchauffement climatique, 20 ans qu'on multiplie les lois et les décrets, puis là, tout à coup, on se rend compte qu'il fait chaud. Très chaud. C'est quand même un paradoxe. Et donc, je me demande si quand même, derrière cette espèce de grand fouillis de détails, etc., il n'y a pas une gigantesque opération juste de lavage, parce que, en fait, s'il y a un droit de retrait des professeurs, c'est qu'il n'y a pas de climatisation. Donc, on va mettre de côté tout le manque de préparation, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des détails, alors qui, pour les gens sur le terrain, ne sont pas des détails, mais c'est parce que rien n'a été fait en amont. Et donc, comme rien n'a été fait en amont... L'urgence que le temps long, quoi. On se retrouve dans l'urgence. Alors, on va acheter 30 000 climatiseurs. J'ose même pas imaginer à quel prix, oui. Parce que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a un dogme qui dit surtout pas de climatisation. Je précise pour vous, parce que vous suivez l'actualité et vous préparez l'émission, mais vous avez vu quand même cette petite anecdote qui n'en est pas une. Sur les 30 000 climatiseurs, ça passe par appel d'offres. Et donc l'appel d'offres, comme son nom l'indique, c'est long. Et il est possible que pour le prochain pic, on n'ait toujours pas les climatiseurs, parce que ça passe par un organisme d'État qui va gérer l'appel d'offres. Donc on peut les avoir à Noël, les climatiseurs. Je souris. Les climatiseurs peuvent faire du chaud maintenant. Alors ils sont réversibles. Voilà. Merci Pascal. C'est pas que pour une saison, ça peut faire deux. Voilà. Absolument. C'est pour pas chaleur notamment. On gère de l'urgence, alors que ça fait 20 ans qu'on nous explique qu'il y a un réchauffement climatique. C'est pas comme si on avait pas été prévenu. Rien n'a été fait. Donc maintenant, dans l'urgence, effectivement, on les aura pas à temps. J'aimerais beaucoup être le commercial qui a signé le contrat, parce que je pense que question prix, il a bien dû y aller. C'est fait par le Premier ministre. Donc en France, tout termine toujours chez le président de la République ou le Premier ministre. C'est vrai. Et donc ça pointe sur un deuxième élément qui est que, une nouvelle fois, on va demander au gouvernement de s'occuper de choses alors que la société civile est parfaitement, et vous l'avez dit, il y a déjà un cadre juridique, légal, etc. Mais non, il faut que ça termine chez le ministre du Travail. On parle bien des 30 000 climatiseurs, pour être précis, qui vont venir dans les hôpitaux. Alors quand on regarde le nombre de chambres et d'hôpitaux, on voit bien que 30 000 ne suffira pas. Par ailleurs, je relance la polémique, je ne sais pas si elle est la même dans d'autres pays européens, mais le débat de la clim qui avait été lancé par Marine Le Pen, qui avait dit qu'il faut un plan Marshall sur les deux secteurs, l'enseignement, les hôpitaux. Jean-Luc Mélenchon est monté au créneau immédiatement en expliquant qu'elle se trompait. C'est ubuesque. Comment ça se passe en Europe, d'autres pays, sur cette relation aux conditions extrêmes météorologiques, et là en l'occurrence aux conditions caniculaires? Alors si je prends le pays d'où je viens, la Belgique, il y a en effet des seuils. C'est-à-dire qu'en effet, en fonction de la pénibilité et de la dangerosité au travail. Donc il y a bien des secteurs de métiers. Exactement, des métiers à risque, des métiers à forte exposition, où en effet le degré de température supportable varie de 22 pour les métiers très 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 à risque à 30, etc. Donc il y a bien des normes de température. Il y a des normes, mais c'est à la discrétion. Alors en Belgique, vous savez, c'est un État fédéral avec en effet des différences entre les endroits de Belgique. Mais enfin, il y a des seuils, mais qui sont des seuils indicatifs. Il y a eu une réunion des ministres de l'emploi et de la politique sociale au niveau européen. Ils se réunissent tous les 4 mois, donc il faut. Et en effet, ils ont parlé de ce sujet. Dans une salle climatisée. Et donc, bien sûr. Non mais c'est important de le. Et ils ont indiqué qu'en effet, il fallait être en effet peut-être plus réceptif ou plus préventif sur ces questions, pour pas qu'on ait en effet à chaque fois le même sujet, mais sans mettre de règles trop contraignantes, parce que comme vous l'expliquez après, à partir du moment où on met des règles trop contraignantes, on se tire une balle dans le pied. Il y a quand même des canicules qui existent depuis longtemps. Vous avez des métiers où on travaille dehors. L'agriculteur, il peut pas se mettre dedans, hein, donc voilà. Et il peut pas non plus dire, j'ai fauché dans 3 jours parce que ça risque d'être cramé. Dans le bâtiment, on sait très bien que dans les
les grandes entreprises de Les BTP. peintres, hein, faut pas les oublier. On commence très tôt le matin pour pouvoir finir, en effet, avant les grosses chaleurs, parce que ça n'est pas supportable. Si vous êtes couvreur et que vous êtes sur le toit, en effet, vous risquez plus d'avoir en effet une haute intensité en Belgique que celui qui travaille dans le BTP à un niveau un peu moins... des intempéries dans le métier. Voilà. Donc ça peut exister en effet dans certains pays, mais c'est pas la règle partout, et ça différencie chaque pays, puisque toutes ces normes sociales dépendent beaucoup de l'État membre dans lequel on travaille. Quand même, je vous ai vu hocher la tête quand j'ai comparé cette situation caniculaire courte à la situation du Covid. J'ai eu le sentiment pendant 2 ou 3 jours qu'on était entré dans le même sujet. C'est-à-dire les risques que des professeurs s'arrêtent, que les enfants soient obligés de revenir à la maison, elles-mêmes surchauffées, et qu'on ait en fait en cascade toute une série. Oui. Vous qui observez ce monde depuis un certain nombre d'années, ce que dit Philippe, quand même, est intéressant. Ça fait 20 ans que les experts du GIEC nous alertent en nous disant « Attention, préparons-nous au plus de 2 degrés », puisque les accords de Paris n'ont jamais été respectés. Comment vous regardez cette situation-là ? 2 remarques par rapport au parallèle avec le Covid. Première remarque, mais ça a été dit effectivement et bien dit, c'est la question de l'anticipation. La nécessité d'anticiper et ne pas être, mais bien sûr, et ne pas être à chaque fois en pompier, si vous me permettez l'expression, en bricoleur, etc. Il faut anticiper. Ça veut dire qu'à froid, sans jeu de mots, il faut effectivement mettre en place un certain nombre de mécanismes, investir dans des climatiseurs quand on n'a pas besoin des climatiseurs, effectivement, comme avait été posé la question quand on des n'en a masques. pas besoin, si on le paye double. Oui. Comme avait été posé la question des masques au moment du Covid, c'est exactement le même type de problème. Donc on a un premier mot clé qui est le mot anticiper. Deuxième parallèle avec le Covid, et vous l'avez fait tout à l'heure, c'est la question des indépendants. Au moment du Covid, il y a eu des décisions ambitieuses qui ont été prises pour protéger les salariés avec l'activité partielle, et il fallait aussi protéger les indépendants. Exact. Et il y a eu un certain nombre de mécanismes, de prêts spécifiques qui ont été mis en place pour protéger les indépendants. Là, on a le même type de questions qui se posent, puisque pour les salariés, on l'a dit tout à l'heure, on a un corpus de règles, de prévention, principes généraux de prévention des risques professionnels, le décret de 2025, etc. Pour les indépendants, c'est plus compliqué. On parlait des livreurs VTC, effectivement. En réalité, la question des indépendants... très appelés, quand même. Et oui, en réalité, la question des indépendants, elle va se poser de plusieurs manières. Elle va se poser d'abord sur le fait de savoir qui est responsable. Parce qu'un indépendant, il gère lui-même son activité. Quand on parle des indépendants, c'est la relation avec les plateformes. Oui, bien sûr. Un indépendant, il gère lui-même son activité. Un salarié, son activité est prescrite par son employeur. Donc c'est l'employeur qui a le pouvoir de lui dire attention, là, il faut plutôt s'arrêter, on va aménager le travail d'une autre manière. L'indépendant, il fait ce qu'il veut. Donc il y a une question de responsabilité de celui qui peut avoir une influence dans cette organisation du travail. Est-ce que c'est la plateforme ? Est-ce que c'est le donneur d'ordre ? A été mis en place au niveau des plateformes, et notamment des livreurs. C'est un système qui est perfectible, mais c'est un système qui est intéressant. Un système de négociation avec un certain nombre de garanties qui sont mises en place pour ces indépendants de type particulier. Je pense que ça serait un sujet intéressant, cette question de la prévention des risques professionnels. Je vais vous prendre un exemple concret. Dans le bâtiment et les travaux publics, vous avez beaucoup d'indépendants, de petites entreprises, d'indépendants qui travaillent tout seuls, etc. Depuis 1995, on a rendu applicable aux indépendants les mêmes règles de protection en termes de risques professionnels que celles applicables aux salariés, dans le bâtiment. Donc c'est peut-être un exemple à regarder, effectivement, pour ces autres indépendants-là, mais il faut l'organiser avec les donneurs d'ordre. Mais on nous annonce une canicule à partir de la semaine prochaine, en tout cas c'est les modèles, puisqu'on a découvert qu'il y avait des modèles américains, des modèles européens, enfin on a appris plein de choses sur la météo au passage. De nouveau, alors je sais pas, je pense que les classes sont fermées, les écoles sont finies, mais imaginons que vous soyez en situation d'enseigner, cher Philippe, dans une classe où vous n'avez pas de climatisation. Je ne crois pas que vous soyez climatisé dans vos salles de classe. Un peu aussi. Enfin, on a un système qui... De réfrigération. De refroidissement, qui n'est pas techniquement de la clim, mais n'est pas les moins bien lotis, on va dire. Donc c'est réfrigéré. Voilà. Imaginons que, je pense à des écoles de grandes villes, des vieilles écoles, vous dites, moi j'exerce un droit de retrait. Est-ce que vous avez le droit, d'un point de vue juridique, d'exercer un droit de retrait parce que vous considérez que vos conditions de travail ne sont pas respectées ? Alors, je ne suis pas dans le public, donc je ne peux pas malheureusement répondre à cette question. Mais après, encore une fois, je pense qu'il y a aussi une responsabilité vis-à-vis des enfants. Et effectivement, et moi je le vois, j'enseigne plutôt à des adultes. Il est clair qu'au-delà d'une certaine température, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, on peut pas faire cours. Et à ce moment-là, il faut prendre la décision d'annuler cours. Quand c'est des enfants, c'est évidemment encore plus impératif.
Mais pour ces fameux travailleurs indépendants, alors, comment on fait? Parce que là, vous nous dites que les plateformes ont commencé à organiser un tout petit peu les choses, mais je voyais ces livreurs dans les rues de Paris, lorsque j'avais la possibilité de sortir, qui étaient à vélo recouvert d'un oracle. Enfin, c'est des conditions absolument abominables. Globalement, ils sont livrés à eux-mêmes, ces gens-là. Alors, au risque d'être l'ultralibéral de service, ils sont indépendants. Et donc il y a une tentation en France qui est, quand il y a des indépendants, de les soumettre au droit du travail, parce qu'il faut que le gouvernement contrôle tout. Ils prennent de l'impôt Non, mais c'est plus un espèce de grand modèle mental qui voit les gens comme incapables de se débrouiller tout seuls, en souffrance, et il faut que le gouvernement les aide. Alors, il y a de la souffrance et il y a des difficultés, évidemment, et vous l'avez rappelé, il y a un cadre légal, mais considérer la situation comme d'eux-mêmes les gens ne peuvent rien faire, ça c'est extrêmement dangereux. La société s'adapte déjà. C'est plutôt d'ailleurs les instances gouvernementales, c'est-à-dire que c'est dans le public qu'on ne s'est pas adapté. Les yaourts sont mieux protégés et refroidis dans les supermarchés privés que les malades dans les hôpitaux publics. Je veux dire, la vraie question, elle est beaucoup plus aujourd'hui celle de l'administration et de l'État. D'ailleurs, vous avez peut-être été marqué, je ne sais pas comment ça s'est passé dans d'autres pays européens, vous avez vu que c'est des grandes marques privées qui ont proposé aux enfants des collaborateurs de venir se réfrigérer dans les grandes salles de réunion. Ça a été le cas dans des grandes marques, je pense à Conto, je pense à Swile, je pense à des entreprises de ce type, qui sont très start-up et qui ont proposé aux enfants parce que les crèches ne pouvaient plus accueillir. Enfin, c'est quand même hallucinant quand même de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Que la puissance publique n'ait pas capacité d'avoir des... C'est un échec de la puissance publique, bah oui, qui essaye après de le masquer avec des accusations, etc. Mais c'est un échec. Encore une fois, si ça fait 20 ans qu'on se prépare pour le réchauffement climatique, mais qu'on l'a fait avec un espèce de modèle mental qui est tout sauf la clim, bah aujourd'hui on le paye. Et c'est l'État. C'est d'autant plus regrettable qu'on pense aux enfants dans les écoles, enfin, je parle des écoles, hein, pas des universités, aux professeurs, dans les hôpitaux, voilà, ou dans les EHPAD, etc., pour la partie publique. Mais en effet, on n'a pas anticipé. Et donc c'est ça la grave erreur. Parce que on n'a plus d'argent par ailleurs, on n'a pas dit, mais on a plus un rond. En France, mais la situation est à peu près la même partout. C'est-à-dire que on a en effet, alors en France, nous, on a en plus une réticence, qui je ne sais pas où, à la climatisation. C'est ce qui n'est pas Philippe, on a un problème mental avec ce sujet. Ce qui n'est pas le cas de nos voisins européens, puisque en effet, aujourd'hui, si en effet le climatiseur a longtemps été le refroidisseur, le progrès technique et technologique fait que vous investissez dans un climatiseur qui fait du froid l'été et qui peut faire du chaud l'hiver et qui vient en complément du chauffage que vous avez, etc. Mais voilà. Et donc, on a en effet ce problème de l'anticipation se retrouve un peu partout, et on a 27 modèles qui avec de temps en temps, en effet, il faudrait qu'on tire dans le même sens, qu'on harmonise, qu'on fasse des choses ensemble. C'est-à-dire que, encore une fois, ça va être le nombre de morts. Malheureusement, ça va être le nombre de victimes, le nombre de morts dans un pays, etc., qui va faire que c'est comme quand il y a un accident de la route grave, on se dit il faut refaire le carrefour parce que c'est tragique, ça. Ça, c'est la tragédie, c'est-à-dire qu'on attend le dernier moment, qu'on a en effet un gros problème là avec des vies, etc., et on se dit là, il aurait fallu peut-être qu'on fasse ça. De gens, en effet, qui ne subissent peut-être pas le même risque. Voilà. Si on veut mettre une note positive, malgré tout, dans tout ça. Moi, j'ai entendu l'expression du Premier ministre sur la comparaison entre l'épisode de canicule de 2003, qu'on a tous en mémoire. Avec une mortalité plus faible, là, en 2026. Avec une mortalité plus faible en 2026, mais si on rentre un petit peu dans le détail, si on fait le distinguo, en 2003, là où ça avait été la catastrophe, c'était notamment dans les EHPAD. Absolument. Dans les établissements de personnes âgées qui n'étaient pas du tout prêts, pas du tout organisés. Là, apparemment, la situation a été moins mauvaise cette fois-ci dans les EHPAD qu'elle ne l'était en 2003. Et puis des équipes mobilisées. En revanche, c'est dans les écoles. Parce que la canicule 2003 était pendant les vacances scolaires. Donc pour le cas de l'école, ne s'était posé pas. La question de l'école ne se posait pas. Et puis en revanche, c'est chez les particuliers. C'est-à-dire, c'est dans la gestion individuelle par tout un chacun de cet épisode de chaleur que là, on a été moins préparé. Donc, essayons aussi d'avoir un regard positif dans le sens où on a appris sur certaines choses. C'est encore évidemment largement perfectible et notamment, il faudra beaucoup mieux anticiper, mais capitalisons aussi sur les choses sur lesquelles on s'est amélioré. Moins préparé, mais mieux adapté, puisqu'il suffit d'aller sur Amazon pour voir que les climatiseurs mobiles sont pris d'assaut. Les gens s'adaptent. Je vous le confirme. Les gens s'adaptent. C'est l'État qui ne s'adapte pas. C'est des livraisons à 3 semaines, un mois. Non. Et puis il y a des moi, j'en ai eu en 5 jours. En effet, pour que les gens, alors maintenant, il y a des gourdes partout, ce qui n'existait pas en 2020, qu'on amène, vous prenez le train
train, vous pouvez amener tout ce que vous voulez, on vous fera pas de limitation si vous venez avec un pack d'eau, parce qu'il faut... Parce que, bien entendu, le train ne fournit pas grand-chose si le train s'arrête, etc. Oui, Là aussi. Je parle pas des conditions de voyage des salariés qui, beaucoup, on n'a plus le temps de l'ouvrir, mais qui ouvraient le débat du télétravail en disant je ne peux pas reprendre le RER dans les conditions dans lesquelles je voyage. Merci à vous pour ce débat. Donc, il nous reste encore un petit peu de chemin à parcourir pour trouver, pour la prochaine canicule, on ne sera pas prêt. Hein. Les climatiseurs, les 30 000 ne seront pas arrivés, ça je vous le confirme. Merci Philippe Zilberstein d'être venu, merci Pascal Joannin de nous avoir rendu visite, merci Franck Morel, merci à vous trois pour ce débat d'actualité, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Léa qui nous accompagnait et merci à Fabien à la réalisation et Paul au son. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.